Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Ensemble c'est mieux. Voilà maintenant le sommaire de ce mercredi matin. On va parler de la réforme du bac parce qu'il faut savoir qu'à partir de la rentrée prochaine, les 3 sections historiques vont disparaître. Désormais, les étudiants pourront choisir leur matière et coller davantage à leurs objectifs de carrière. Alors tout paraît beau comme ça et pourtant cette réforme déplaît. On fera le point avec un inspecteur d'académie du Tarn. Et puis, puisqu'on parle de philo, eh bien, sachez que cette matière sera donc conservée en terminale malgré la réforme. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'inviter Tarbes en philo. Refaire le monde ou l'empêcher de se défaire. Vous avez 4 heures. En tout cas, c'est la thématique de cette 4e édition qui aura lieu ce vendredi et ce samedi. Une édition qui recevra notamment Raphaël Enthoven. On reçoit 2 personnes de l'association organisatrice. Comme tous les mercredis, nous allons mettre en valeur le territoire, la région, soit à travers ses paysages, soit à travers ses habitants. Nous démarrons une nouvelle salve de portraits tournée à Villeneuve-les-Maguelones au sein des Compagnons. Et dans cet ESAT, établissement et service d'aide par le travail, tout est mis en place pour favoriser l'accompagnement et l'insertion de personnes en situation de handicap. Le premier portrait est celui de Cédric, il est compagnon menuisier aluminium. Nous avons décidé aujourd'hui de vous offrir des places, des entrées plutôt, pour cette exposition Luminopolis qui aura lieu au Quai des Savoirs à Toulouse, qui a lieu actuellement au Quai des Savoirs. On vous invite, c'est toute une exposition sur la lumière sous forme de jeu par équipe. Vous allez vous amuser et c'est à partir de 7 ans. Et puis voici maintenant quelques images des 2 premiers épisodes de notre feuilleton qui se déroule à Sarlat, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Jeanne, notre reporter, aide Ghislaine à créer un nouveau chemin de balade dans un EHPAD. Regardez. Je suis Jeanne de Ensemble c'est mieux, je cherche Ghislaine. Ah, c'est moi. Ah, bonjour Ghislaine, enchantée. Les gens qui sont là sont des personnes autonomes qui gèrent leur vie comme ils le feraient chez eux, sauf qu'ils ne sont pas tout seuls. Il me semble que vous avez quand même contacté l'émission pour quelque chose de précis, Absolument. un chemin de promenade. Un chemin de promenade. Alors je résume, on va avoir besoin d'une entreprise pour faire le tracé du chemin, on va avoir besoin de calcaire, on va avoir besoin de vis et on va avoir besoin de poteaux. J'ai contacté des entreprises qui sont prêtes à nous aider. Alors je vous propose qu'on se répartisse les tâches, que vous alliez chercher les piquets. Pendant que Ghislaine et moi, on va à la carrière chercher du calcaire. On va utiliser cette granométrie de matériaux pour stabiliser un peu le sol et ensuite on utilisera un matériau beaucoup plus fin qui est plus agréable à marcher. Dis donc, c'est Fabrice, il a ramené déjà les poteaux. Ah super. Il nous manque quoi? La visserie. Et voilà, on va s'occuper de ça parce qu'il va bien falloir visser tout Eh oui, ça. ça va pas tenir tout seul. Allez. Allez, à tout à l'heure, ce sera en fin d'émission. Voici les futures thématiques d'Ensemble c'est mieux. On va parler notamment de l'alopécie. L'alopécie, c'est l'accélération de la chute de cheveux et de poils. On parlera également de jumelage des villes européennes ou encore du sucre. Donc si vous avez des questions relatives à ces sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez également des projets autour de la solidarité ou de l'humain en région, voici nos 3 coordonnées. Le numéro de téléphone 0805 383 2 fois, l'adresse mail ou encore le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous solliciter, on compte sur vous. On passe tout de suite à notre dossier du jour, la réforme du bac. Eh bien oui, parce que le baccalauréat doit changer. C'est une volonté du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il veut faire évoluer cet examen. Mais cette réforme du bac déplaît un peu aux professeurs, mais également à certains étudiants. Alors, pour qu'on fasse vraiment un point sur cette réforme du bac, on a décidé de ne pas inviter le ministre. Non, c'est trop protocolaire. Ni le président de la République, je crois qu'il n'avait pas l'envie de s'exprimer ici. Non, on a décidé d'aller au cœur du système. Voilà, dans l'éducation nationale. Et on reçoit aujourd'hui Jérôme Bournebranchu. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc vous êtes inspecteur d'académie du Tarn. C'est ça. Mais basé à Toulouse. Je partage mon temps entre Toulouse et surtout Albi et le département du Tarn. Oui. Voilà, je voulais vous faire partager mon mal-être parce que tout à l'heure, je n'arrive pas à comprendre où vous êtes, Jérôme. L'essentiel, ce n'est pas savoir où vous êtes, mais que vous êtes bien là sur ce plateau pour nous parler de la réforme du bac. On en parle juste après ce sujet. En fait, je sais pas quoi prendre comme option, tu vois, parce que si je veux faire du commerce, ce serait bien de prendre humanité. Mais bon, numérique et sciences informatiques, c'est l'avenir aussi, tu vois. Vous n'avez rien compris à ce que cette adolescente vient de dire. Pas de panique, c'est normal, elle parle de ses options pour le baccalauréat. Car le bac, c'est plus vraiment ce que c'était à votre époque, et encore moins celle de Napoléon, qui l'a créé en 1808. Les temps changent, que voulez-vous? Mais cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nous promet une révolution pour le bac en 2021.
Fini les 3 sections, littéraire, scientifique et économique et sociale. Dès cette rentrée, les élèves de première choisiront 3 options, puis en garderont 2 en terminale. Histoire de l'art, sciences de l'ingénieur ou encore biologie, au total, les jeunes pourront choisir parmi 12 matières différentes. Enfin, tous les lycées n'auront pas toutes les options. Du coup, pour certains, cela va encore renforcer les inégalités entre lycéens des villes et lycéens des champs. Autre nouveauté, et pas des moindres, le contrôle continu va compter pour 40% dans la note finale. Et oui, la petite Jessica va devoir travailler toute l'année pour avoir son bac. Fini le temps du coup de bol le jour J. Pas de changement pour la classique épreuve de français en première. Par contre, Jessica n'aura plus que 4 épreuves à passer en terminale, dont un oral. Alors Jessica, contente? Toi qui passes ton temps à disserter au téléphone À l'aide, chers téléspectateurs, je suis cerné. Il n'y a que des anciens profs sur ce plateau ou que des responsables d'académie. Je suis cerné. Jérôme, avant qu'on parle sérieusement de la réforme du bac, parce que là je m'en amuse un petit peu, c'est pour nous détendre avant ce début d'émission, je vous présente les autres invités. Il y a donc Laetitia qui est avec nous. Bonjour Laetitia, bonjour. En face de vous. Et puis à côté de vous, il y a Rosemary et Pierre. Bonjour également à tous les deux. Alors évidemment, n'hésitez pas si vous êtes au cœur de l'actualité par cette réforme de bac, grâce à vos proches, n'hésitez pas à poser toutes les questions à Jérôme. N'hésitez surtout pas. Moi, la première que j'ai envie de vous poser, Jérôme, c'est pourquoi tout changer? Alors, c'est une bonne question, parce qu'il est important de commencer par le sens que revêt cette réforme du lycée. Alors là, vous avez commenté une partie qui concerne seulement la voie générale, sur laquelle porte l'essentiel effectivement des évolutions, même si la voie technologique est aussi concernée, et la voie professionnelle. Pourquoi réformer le lycée? Mais tout simplement pour peut-être répondre à ce constat qui n'est pas satisfaisant. Nous avons des étudiants qui réussissent très correctement le baccalauréat, en gros 90% de réussite, et qui pourtant échouent assez massivement, trop massivement, dans leurs premières années universitaires, d'enseignement supérieur. Et c'est un peu ce constat paradoxal qu'il s'agit de résoudre grâce à la réforme du lycée, en faisant en sorte de mieux préparer les lycéens à la perspective des études supérieures, et puis aussi de mieux les orienter vers les études supérieures qu'ils seront amenés à choisir après leur baccalauréat. Donc on l'a vu dans le reportage. Adieu les sections historiques. Bonjour, 3 options en première, puis 2 en terminale. Enfin 2 de ces 3 options choisies bien sûr. Mais de quelles options s'agit-il? Alors, l'architecture du futur lycée général comportera 3 parties. Il faut les fixer pour bien s'entendre. Un tronc commun d'abord, qui vaudra pour la seconde générale et technologique, pour tous les élèves. Et puis à partir de la première, qui correspondra en gros à 16 heures en première et 15h30 en terminale, et qui comporteront des disciplines communes à tous les lycéens généraux. D'accord. L'histoire, le français, puis la philo en terminale, les langues vivantes, le PS, etc. Ça sera un trou commun. Et puis ensuite, on aura effectivement ce qu'on appelle des enseignements de spécialité qui vont permettre aux élèves de colorer leur parcours, colorer leur formation, commencer à faire des choix, effectivement, qui vont les orienter, enfin les préparer progressivement vers les études supérieures. Et puis un troisième bloc que seront les options qui demeureront, qui sont des options non obligatoires, que l'on pourra ou pas choisir. Et donc ce sur quoi porte votre question plus principalement, c'est les enseignements de spécialité. C'est-à-dire justement ce qui va colorer le parcours en remplacement des anciennes séries qui autrefois structuraient la voie générale, la littéraire, la scientifique et l'économique et sociale. Alors dans le reportage, il est dit qu'il y aura certainement un fossé des inégalités entre certains lycées ruraux et urbains, parce que tous les lycées ne pourront pas comporter ces options-là. Mais franchement, pardon, mais moi qui suis vraiment extérieur, ça a toujours été le cas. Je me souviens que pour rentrer au lycée, il fallait choisir le lycée qui vous proposait la voie ou les études que vous aviez envie de suivre. Donc là, j'imagine que c'est pareil finalement. Pourquoi parler de ces inégalités? Je ne comprends pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait le constat de ce qui est offert, par exemple dans l'Académie de Toulouse, tous les lycées, c'est vrai en France, tous les lycées n'offrent pas forcément toujours toutes les options, toutes les spécialités, ni même parfois toutes les séries générales. Dans l'Académie, actuellement, nous avons 4 lycées qui n'offrent pas les 3 séries générales L, ES et S. Et tous n'offrent encore moins, on l'évoque moins, mais toutes les séries technologiques, quelques-uns il doit y en avoir 8, toutes ne sont pas implantées dans tous les établissements. Donc on a déjà, en fait, une offre de formation qui n'est pas intégralement proposée dans tous les établissements.
Dans la réforme du lycée, il y a en fait, ça permet de répondre à votre question précédente, je crois que je n'ai pas répondu, il y a 11 enseignements de spécialité. Il y en a un 12e qui relève de l'agricole. Il y a 11 spécialités, il y en a 7 qui sont les plus communes. Mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, histoire géo, sciences politiques, géopolitique, philosophie et littérature, dans un chapeau général qui s'appelle humanité, sciences économiques et sociales et langue et culture en langue vivante étrangère. Ce sont 7 spécialités qui seront présentes dans tous les établissements de l'académie, tous. Et puis on a des enseignements de spécialité effectivement un peu plus rares, qui correspondent à des flux d'élèves et à des masses d'élèves un peu moins importantes, donc ils sont implantés sur le territoire. Il s'agit d'enseignements de spécialités artistiques, à caractère scientifique, donc sciences de l'ingénieur et numérique et sciences informatiques, qui est nouveau, et puis langue et culture de l'Antiquité, latin et grec, en enseignement de spécialité. Et là, la rectrice d'académie, dans l'élaboration de sa carte de formation, c'est-à-dire la manière dont elle implante les enseignements, il y a eu le souci de l'équilibre entre précisément les villes et les campagnes, entre les endroits plus ou moins éloignés des grands centres universitaires qui composent aussi notre académie, pour faire en sorte que les élèves aient un accès aussi équilibré que possible et aussi facilité que possible à l'ensemble de l'offre que prévoit la réforme du lycée. Bon, alors tout ceci est bien beau, hein. On réforme un peu le bac pour améliorer donc les études post-examen, pour qu'il y ait un meilleur ciblage de l'avenir des étudiants. Pourquoi cette réforme déplaît-elle aux professeurs, aux étudiants? Pourquoi manifestent-ils dans la rue? Alors, comme vous devez avoir un caractère omniscient sur ce plateau et que j'ai pas envie que vous mouriez dans la rue demain, donc je vais plutôt diffuser le reportage qui l'explique. C'est un reportage d'Enrique Garibaldi et Olivier Boissou. Attends, je suis en colère, moi, j'ai pas envie de sourire. C'est ça le problème. Sérieux, hein? En colère contre la réforme du lycée. Ces enseignants ont décidé de marquer les esprits. Sur 47 professeurs principaux, 21 ont démissionné de leurs fonctions. C'est le cas d'Émilie Domergue, professeure de mathématiques. C'est un geste fort puisque nos classes, on s'y attache, on s'implique avec eux, on entretient leurs projets. On a déjà fait le travail sur les 6 mois déjà, donc c'est frustrant de les laisser sur cette dernière ligne droite, mais on est vraiment inquiets. Véritable lien entre l'administration et les élèves, ces professeurs démissionnaires n'animeront plus de conseils de classe. Cela s'accompagne d'une perte financière, 120 € en moins pour un professeur principal de seconde. Un sacrifice à la hauteur de leurs inquiétudes. Classe surchargée, multiplication des épreuves au baccalauréat ou encore le choix des spécialités. La liste est longue. Une petite affiche qui explique comment va se dérouler le nouveau bac. On leur dit, vous choisissez vos spécialités de première et puis de terminale, mais surtout vous ne vous trompez pas, parce que si vous vous trompez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors qu'on sait très bien que la plupart des élèves de seconde, ils ne savent pas à l'âge qu'ils ont ce qu'ils vont faire plus tard. On peut penser que les élèves qui choisiront la spécialité maths auront une formation solide en mathématiques, très solide, et ceux qui ne la choisiront pas, une formation quasiment inexistante. Et on peut s'interroger sur tous les métiers où on chercherait une formation un petit peu intermédiaire en mathématiques. Par exemple, professeur des écoles. Si certains parents paraissent inquiets, la réforme est attendue sereinement par certains lycéens. Ouais, j'appréhende un peu parce que je connais pas, mais moi ça me dérange pas. Je verrai bien comment ça se passe les cours, si c'est compliqué ou pas, je verrai. Même avec la réforme du lycée? Oui, je travaillerai plus s'il faut, et puis voilà. Moi pour l'instant ça me dérange pas. Les enseignants se mobiliseront à nouveau le 19 mars, lors de la grève générale et nationale, lancée par plusieurs syndicats. Donc ce sont on va dire, c'est la principale revendication, c'est parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière une fois qu'on aura choisi ses options? Alors, je ne sais pas si c'est la principale, cela appartient aux personnes qui émettent des doutes ou des interrogations par rapport à la réforme de le dire. En tout cas, l'argument est un peu surprenant, puisque je ne sais pas quelle possibilité ou quelle facilité était faite autrefois à un élève qui, après la seconde, choisissait une série de revenir en arrière. Là, au contraire, le schéma d'organisation des enseignements est plus progressif, puisqu'on a une seconde qui est commune pour tous les élèves, en voie générale et technologique. À partir, je parle de la voie générale, à partir de la première, les élèves vont choisir 3 enseignements de spécialité.
et ils auront, librement, et ils auront toute l'année de première pour finalement retenir les 2 qu'ils passeront en épreuve terminale du bac et qui vont faire leur profil d'élèves pour l'après-bac. Outre le tronc commun, naturellement, qui offrira un socle de culture commun pour tous. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est plus, au contraire, avec la réforme et cette modularisation, plus progressif et moins engageant immédiatement après la seconde. Oui, mais avant, si on était engagé en première scientifique, par exemple, et qu'on se rendait compte que ce n'était pas fait pour nous, on pouvait redoubler et passer en une première littérature, par exemple. Est-ce que là, c'est ça en fait, c'est ça aussi, c'est possibilité De toute manière, ça ne sera pas interdit, mais on peut imaginer une personne qui hésitait, dans le cas que vous évoquez, entre un profil plus littéraire et un profil plus scientifique, parce qu'il a les 2 compétences. Eh bien, dans les 3 enseignements de spécialité qu'il va choisir, peut-être d'en prendre 2 à caractère scientifique, 1 à caractère littéraire, et il aura toute l'année de première pour au final savoir quelle doit être la coloration finale qu'il veut donner à son parcours. Et peut-être en éliminant peut-être le littéraire pour retenir un profil plus scientifique. Alors évidemment, d'autres options, cela suscite d'autres questions. On regarde celle de notre téléspectateur maintenant. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis étudiant à Toulouse. Je me demande comment vont être recrutés et formés les professeurs qui vont enseigner les nouvelles matières créées par la réforme du bac. Je vous remercie de votre réponse. Donc, de nouvelles formations des professeurs, ça va élargir un peu le recrutement ? Il y a une exigence, pas forcément. En tout cas, il y a, comme la réforme est aussi liée à une modification des programmes, donc comme toute évolution de ce type, il y a un effort de formation qui est fait auprès de l'ensemble des enseignants pour qu'ils s'habituent et maîtrisent et du coup soient en mesure d'enseigner dans de bonnes conditions les nouveaux programmes. Et puis, effectivement, il y a certaines disciplines nouvelles qui apparaissent, par exemple numérique et sciences informatiques, qui est un nouvel enseignement de spécialité, qui est un peu en phase avec des enjeux très contemporains de notre monde économique et notre société plus largement, et pour lequel nous allons proposer à des enseignants plutôt d'origine scientifique une formation lourde de 2 ans, dans le cadre d'un diplôme interuniversitaire, qui mêle formation continue, formation universitaire, pour qu'ils voient leur qualité et leurs compétences en la matière progresser. Et puis, il est peut-être possible, effectivement, je reste toujours sur la voie du numérique, que peut-être nos modalités de recrutement évoluent. Le ministre avait évoqué il y a peu la perspective peut-être de la création de la CAPES, et peut-être un jour d'une agrégation consacrée aux sciences informatiques, puisque naturellement, c'est un champ d'enseignement qu'il nous faut investir encore plus demain qu'aujourd'hui. Donc on l'a vu maintenant, l'épreuve de bac sera constituée par 4 épreuves écrites, une orale. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Alors les épreuves, effectivement, le bac aura en fait 2 parties. Une partie d'épreuves finales, effectivement, qui se passeront en fin d'année scolaire, donc le français de manière anticipée, et puis ensuite 4 épreuves en fin de terminale. Donc le français, ce sera l'oral ? L'oral et l'écrit, comme d'habitude, comme actuellement. Ah, d'accord. Et puis en fin de terminale, la philosophie, qui reste dans le tronc commun des épreuves finales. Les 2 enseignements de spécialité qui, au final, auront été maintenus en terminale. Le grand oral, effectivement, qui constituera une modalité nouvelle d'examen appréciée en fin d'année. Ça, c'est la partie, on va dire, contrôle final. Et puis, on aura un contrôle continu. Alors, le contrôle final comptera pour 60% de la note. Et le contrôle continu, lui, pour 40%. Et il se répartira en 2 blocs. Un bloc d'épreuves communes qui auront lieu au long de la scolarité, en première, au 2e et 3e trimestre, et en terminale, au 2e trimestre, qui évalueront toutes les disciplines qui ne seront pas évaluées dans le cadre du contrôle final, et sur le fondement de sujets qui seront des sujets nationaux, dans une banque de données, ce qui garantit, et dans le cadre de copies qui seront également anonymées et corrigées donc de manière, sans connaître l'identité de qui l'a composé, ce qui garantit l'égalité face à l'examen. Et puis il y aura 10%, les 10% restants, qui seront fondés sur la prise en compte du contrôle continu, c'est-à-dire des bulletins de première et de terminale, pour valoriser les efforts continus faits par les élèves. Et pourquoi une épreuve orale et pas rester sur des épreuves écrites comme avant ? Justement, peut-être parce qu'il manquait une épreuve orale au baccalauréat. L'oral, c'est une compétence essentielle. On sait qu'elle sert dans la vie quotidienne, elle sert dans le monde professionnel souvent, elle sert souvent pour les études supérieures, car souvent les institutions du supérieur, des organismes de formation, ont des modes de sélection ou de validation des diplômes qui procèdent de l'écrit, mais aussi d'un oral. Et c'est une compétence, par conséquent, qu'on ne peut pas ignorer, qui peut-être était un peu sous-travaillée dans le système éducatif français qui donnait une sorte de prévalence, de dominance à l'écrit. Et c'est peut-être aussi travailler l'oral et la consacrer à travers une épreuve finale du baccalauréat, un enjeu de justice sociale.
Parce que ça signifie que la compétence qu'est l'oral devient une compétence explicitement travaillée par l'école. Or, on sait que, selon le milieu d'origine, selon le bain linguistique dans lequel on a eu l'occasion d'évoluer, jeune ou moins jeune, eh bien, on va avoir une plus grande aisance à l'oral. Donc, plutôt que d'ignorer cela, faisons en sorte que l'école travaille l'oral pour lui-même. Il le fait déjà au DNB, au brevet, puisqu'il y a une épreuve orale qui a été introduite. Et bien, dans sa continuité, il le fera également au baccalauréat pour valoriser ses compétences, mais surtout, ça signifie la travailler sur l'ensemble du cycle du lycée. D'accord, très bien. Vous vous souvenez les uns les autres des épreuves du bac, etc. Est-ce que l'épreuve orale aurait pu être favorable pour vous, par exemple Laetitia? Mais moi, il me semble qu'on en passait des oraux. C'était surtout au rattrapage. Non, j'étais pas au rattrapage. Ah bon. Non, mais, alors d'accord. On passait pas les langues à l'oral. Oui, effectivement, il y a des oraux qui ont été introduits pas si récemment que ça dans la première session d'épreuve en langue. Il y en avait en français. En épreuve anticipée de français, il y avait un oral, effectivement. Mais là, l'idée, c'est de constituer une sorte de grande épreuve orale qui va porter sur le parcours des 2 années avec une présentation d'un projet sur le fondement notamment des enseignements de spécialité que l'élève va choisir. Donc, c'est vraiment consacrer cet oral à travers une grande épreuve qui se fonde sur cette modalité d'évaluation. Et vous, Rosemarie Pierre, vous auriez aimé l'oral ou cette forme de bac? C'est malheureusement il y a bien longtemps. La seule chose dont je me souviens, c'est l'oral de rattrapage, en effet. Et l'oral d'anglais. Et la professeure d'anglais avait des yeux d'un bleu merveilleux. Et je parlais très mal anglais, mais je m'en suis sorti un peu. Voilà. Petit dragueur. Vous avez Bon, merci beaucoup en tout cas, Jérôme. Alors le but, c'était pas évidemment de vous apporter on va dire un maximum de solutions par rapport à la réforme. Le but de la présence de Jérôme, c'était de vous expliquer au moins la réforme du bac. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Voilà, et le but, c'est qu'encore une fois, vous ne preniez pas parti. C'était juste pour qu'on comprenne bien en fait ce qui se passait actuellement, parce qu'on continue de manifester encore il y a 15 jours. Voilà, donc merci Jérôme. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de philosophie un petit peu plus tard dans cette émission et de bien-être au travail notamment. Ça pourra peut-être vous intéresser pour l'Académie du Tarn, de Toulouse, de toute l'Occitanie, ce que vous voulez. Juste pour moi, l'occasion de vous dire que prochainement, on va parler de l'alopécie. Donc, c'est l'accélération de la chute du cheveu et du poil. On va parler du jumelage des villes européennes et puis on va parler du sucre. Donc, si vous avez des questions relatives à ces 3 sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Voici les 3 contacts. Il y a le téléphone, il y a l'adresse mail et il y a le numéro de téléphone. Alors dans cette émission, vous le savez, on aime valoriser l'Occitanie, soit à travers ses territoires, soit à travers ses habitants. Et après toute une série de portraits dans l'Aude depuis quelques mercredis, Gilles Machu a planté les caméras de France 3 à Villeneuve-les-Maguelones au sein des Compagnons. Et ça fait 50 ans qu'en fait cette institution tente de favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap dans notre société. 105 y travaillent, 76 y vivent, et parmi eux, Cédric Villard. Voici son portrait. C'est une langue de sable bordée au nord par un chapelet de lagunes aux eaux saumâtres. Au sud, les vagues de la Méditerranée laissent de longs baisers salés sur la côte. Ici, solidarité et entraide ne sont pas que des mots, mais le quotidien de plus d'une centaine de femmes et d'hommes exclus de la normalité, à qui l'on donne ou redonne une vie, la leur. 370 hectares de terre et de lagunes, c'est tout un terroir qui est valorisé par les Compagnons de Maguelones. On y cultive la vigne, on y fait le vin, on y pratique la pêche qui sera vendue sur place, on s'y restaure uniquement avec des produits en circuit court, on y façonne des échantillons de menuiserie alu pour les showrooms du monde entier. Les Compagnons de Maguelones, ça y est, on y est. Derrière cette porte, Cédric Villard est l'un des compagnons. Depuis 20 ans, il a appris le métier de menuisier. Bonjour Cédric. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors dites-moi un petit peu, où est-ce qu'on est là? Ici, vous êtes dans un atelier, on fait la menuiserie aluminium. C'est-à-dire, c'est pour quoi faire? Pour des représentants, des commerciaux. Parce que ça fait partout dans la France et l'étranger. Et ça consiste, on fait des angles de fenêtres, des angles de portes, du coulissant. Et après, ça va chez des commerciaux et chez des architectes. Et vous êtes combien de compagnons ici? Il y a 5 ou 6 à peu près. 5 ou 6? Oui. Et comment vous avez appris ce métier? C'était tout hasard. Racontez-moi. Je travaillais à l'extérieur un jour et après je suis revenu ici pendant quelques jours.
Après, parce qu'elle m'a formé, et ça fait 20 quelques années que je fais ça. Et ce métier, pour vous, c'est une passion? Oui, que j'étais au collège, je faisais menuiserie bois. Et alors? Ouais, Passer du coup, bois ouais. à l'aluminium C'est vrai que ça change. C'est pas tout à fait pareil. Pascal, est-ce que vous êtes l'ange gardien de Cédric? Alors, l'ange gardien, je dirais pas que je suis l'ange gardien. Maintenant, le garant de son parcours professionnel en termes de formation et d'apprentissage, oui. D'accord. Et l'esprit qui règne ici, c'est quoi? Alors, on est sur un esprit d'équipe, de partage. Et au sein de cet atelier, au-delà des aspects techniques, des méthodes ou des techniques pédagogiques sont mises en place, telles des techniques de freinée, donc du tutorat. Et j'appelle ici cela du compagnonnage. Alors, par exemple, quand on a de nouveaux compagnons qui viennent travailler sur cette activité-là et qui ne connaissent pas donc ce qui se fait, on va faire appel à un compagnon qui est là depuis de nombreuses années et qui va venir transmettre son savoir à cet autre compagnon et lui apprendre toutes les techniques d'un tissé et pouvoir transmettre son savoir à l'autre compagnon. Et quand ce compagnon-là sera lui aussi à son tour capable de transmettre, le retransmettra à un autre compagnon. C'est l'esprit du partage et de l'esprit d'équipe. Ouais, ça fait un trou pour faire les équerres. Et après, chaque matrice, c'est chaque échantillon. Chaque échantillon, c'est pas les mêmes équerres, c'est pas le même produit. Vous allez faire quoi là? Là, on a ceci d'équerres. On va mettre l'équerre dans le tube. Et on va faire le montage. Et les vis. Après, une fois tout fini, ça donne ça. Waouh! Une valise pour les commerciaux. Et à quoi elle sert cette valise pour les commerciaux? Et à l'intérieur, il y a plusieurs styles de dormants. Et après, il y a les architectes, il faut les immeubles, il y a plein de trucs. Sur cet ancien îlot volcanique, le monde n'y est peut-être pas parfait, mais chaque jour qui passe œuvre à l'entraide et au partage entre les compagnons et perpétue ainsi l'histoire de ce lieu chargé de belles énergies. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait, ce sera celui de Frédéric. On passe maintenant à notre première invitée coup de cœur, c'est Laetitia. Rebonjour Laetitia. Rebonjour. Laetitia Dartout. Alors vous êtes la fondatrice de cette start-up toulousaine qui s'appelle Naturel Factory et vous intervenez principalement dans l'univers professionnel, dans les entreprises. Pour quelles raisons ? Alors nous intervenons en entreprise pour proposer aux salariés, aux collaborateurs, soit des ateliers bien-être, principalement autour de l'entretien naturel et de la cosmétique, mais tout est chapeauté par les éco-gestes, plus clairement, pour essayer de dynamiser les équipes autour des enjeux environnementaux et sanitaires du quotidien. D'accord, donc majoritairement dans les entreprises. Oui, majoritairement, mais on propose aussi aux particuliers des ateliers. Ah d'accord, voilà. Très bien. Alors quelle forme d'atelier? Quelles sont vos préoccupations au quotidien par rapport à ces ateliers? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors nous, on pense qu'il faut partir des solutions pour aborder les problèmes. Et donc typiquement, l'entretien naturel permet d'aborder beaucoup d'enjeux environnementaux et sanitaires en favorisant un changement de consommation du quotidien. À titre d'exemple, on va réaliser par exemple une lessive, ce qu'on fera sans doute tout à l'heure. Mmh. On va voir que c'est extrêmement simple. D'accord. Qu'on va faire jusqu'à 85% d'économie. Et qu'on va en plus pouvoir impacter sur la qualité de son air intérieur et sur la qualité de l'eau. D'accord. Qui est un enjeu très important. Mais souvent, les entreprises, ce n'est pas elles qui font leurs produits d'entretien? Ah non. Bien sûr que non. Nous, c'est sur le quotidien du salarié. On ne D'accord. change pas le process d'une entreprise. Il y a un cahier des charges strict. Donc, ce n'est pas du tout dans le process de l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais par rapport à une lessive que vous venez d'évoquer, donc on fait une lessive pour son travail, etc. Pour soi. Ah, ok, d'accord. On est d'accord. Non, là, on n'a pas encore trouvé de biais de faire la lessive au travail. Oui. Écoutez, pourquoi pas? Moi, j'ai besoin de laver mes vestes, par exemple. Donc, tout à fait, mais je pourrais utiliser votre lessive. Voilà, mais en l'occurrence, ce sera plutôt chez vous. Mais c'est dans les entreprises qui fonctionnent bien, c'est justement de fédérer les équipes
autour de ces enjeux environnementaux pour pouvoir... En plus, il y a un échange et de la convivialité, ce qui est important au sein d'une entreprise. Et en plus, les gens se mettent ensemble pour faire, parce que faire ensemble, c'est vraiment un levier très important et les gens ont besoin d'avoir des solutions comme ça, pratiques. Alors, vous vous inspirez un petit peu de cette règle. En tout cas, les entreprises doivent s'inscrire donc, dans cette démarche RSE. Oui. C'est une démarche, donc, responsabilité sociale des entreprises. Ça veut dire quoi? Alors, les entreprises ont généralement, pour les grosses entreprises, un département qui va s'occuper de RSE. C'est très, très vaste. Hein. Et nous, on est axé sur une petite partie de cette RSE qui est plus vaste. D'accord. Et qui est plutôt destinée au bien-être des salariés. Voilà. Mais c'est pas le pan complet du RSE. Alors, puisque vous nous avez apporté quelques petits produits sur ce plateau, nous, on a hâte de faire notre lessive avec vous. Voilà. Alors, on peut faire tous ces produits d'entretien naturel à partir de quelques matières premières simples. D'accord. Par exemple? Alors, en gros, il nous faut quelques acides. Donc, le vinaigre, acide acétique. Voilà. Moi, en atelier, on me dit que le vinaigre, ça marche, mais ça pue. Oui, c'est spontané comme ça au moins. Mais c'est vrai, c'est vrai. Faux. Après, ça dépend aussi des vinaigres. Ça pue pas longtemps. Oui. Voilà. Mais ça fonctionne, c'est un dégraissant. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, j'essaie de vous aider. Mais le vinaigre à la framboise, par exemple, ou à la noisette. Votre vinaigre de framboise, chez vous. Oui. Mais il n'y a pas de framboise. C'est pas fait à partir de framboise. C'est une macération. D'accord. Des feuilles de framboise. Donc nous, on propose aux gens, comme on s'inscrit dans le mouvement zéro déchet, de récupérer, vu qu'on a payé très cher, des citrons non traités, vu qu'on boit tous les matins un petit jus de citron dans de l'eau tiède. Voilà. Donc comme on ne peut pas les jeter au compost, on va pouvoir les mettre dans un bocal, recouvrir de vinaigre. Là, ici, j'ai mis également du thym parce que les vertus des aromates sont extrêmement puissantes. Les anciens mettaient des aromates dans l'alimentation, pas uniquement pour le goût, mais également pour la conservation. Et là, j'aurai un vinaigre de citron. Ça va capter naturellement les huiles essentielles. Donc, ça pue toujours un peu, mais ça sent le citron. D'accord. Vous voulez que je sente? D'accord. Oui, mais je vous en prie. Ah, bien. Alors, maintenant, pour faire la lessive. Ma lessive. On n'a plus que quelques minutes, je ne peux pas. Alors, pour faire une lessive, c'est très simple. Il me faut du bon savon. Donc, le savon issu de la saponification à froid. Il faut qu'il y ait écrit dessus 72% pur végétal. Donc, pour 1 litre, là, on ne va pas faire vraiment 1 litre, je vais mettre de 4 à 5 cuillères à soupe de bon savon de Marseille. Donc, ça, c'est pour laver. Je rappelle, c'est une lessive. Ensuite, pour aider au bon fonctionnement du savon, je vais rajouter pour 1 litre l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Le bicarbonate va adoucir l'eau, donc favoriser l'action du savon et va permettre également, c'est un anti-redéposition, donc de garder les salissures dans l'eau. Donc là, je verse de l'eau bouillante, voilà. Bon, on ne fait pas 1 litre. Là, on vous explique, on se dépêche parce qu'on a dit à Laetitia, attention, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Voilà. À la maison, vous allez tranquillement, hein, on est sur de l'eau bouillante. Voilà, à la maison, bon, j'ai pas osé, mais à la maison, je vous invite à avoir un mixeur plongeur. Oui. Ça va beaucoup plus vite. Pas d'huile de coude. Si on veut, moi, je fais tous mes produits pour 6 mois en 2 heures. D'accord. Voilà, alors là, logiquement, avec un mixeur plongeur et de l'eau très chaude, c'est déjà prêt. Mais comme on n'a que quelques minutes, je vais essayer de le verser sans faire de bêtises. Il risque d'y avoir encore quelques... On a l'assurance sur la table, il n'y a pas de morceaux de ça. Ah oui, mince, il fallait que je me mette... Hop, voilà. Et oui, c'est de la télévision, vous savez. Absolument, il faut montrer. Oui. Donc là, on a une lessive... Bon, alors, levez un tout petit peu à hauteur du micro. Voilà, très bien. Bon, là, le savon aurait dû fondre. Hein, mais oui, bien sûr. Mais encore une fois, on précise bien que là, on a été dans la précipitation. Hein, donc là, on a une lessive qui nous revient à 10 centimes d'euros le litre. Eh oui. Vraiment, l'économie, c'est un levier important pour l'adoption des éco-gestes. Ensuite, elle est toute douce, donc je vais pouvoir laver l'ensemble de mon linge, même très délicat. Si je veux, elle est polyvalente. Si je veux augmenter la puissance de ma lessive, j'ai pas parlé de la box, donc on va en parler. Hop, j'ai les cristaux de soude, c'est un peu comme des maxi bicarbonate, c'est-à-dire le bicarbonate c'est pH 8, là on est autour de 11 donc c'est très fort. J'ajoute 1 à 2 cuillères à soupe au fond du tambour, je mets mon linge et j'ai une lessive plus puissante. Et si j'ai du blanc, je rajoute à la place des cristaux de soude
du percarbonate, auquel cas je vais mettre sur un programme chaud parce que c'est actif qu'à partir de 50 degrés. Eh bien voilà, moi j'ai envie de vous dire, en direct, on a fait une lessive, donc il faut revoir cette émission sur le site de France 3 Occitanie. C'est un replay 24/24, 7 jours sur 7, comme ça vous saurez faire votre lessive, c'est beaucoup plus économique, écologique. Et puis donc vous proposez des ateliers à tous les particuliers, donc vous voyez le site internet, c'est naturel-factory.com, très rapidement, Et très la très, box, très, très rapidement. Justement, il y a eu une demande auprès des gens qui voulaient, parce qu'il faut qu'on s'y mette tous, parce qu'on fait vraiment 231 lessives par seconde en France. Donc pour changer... Ah oui. Donc là on a 231, Ah ouais, 500, là, il me reste, 700. Il me reste plus que 1000 lessives. Donc ici, la box, on propose des box avec tous les recettes, les matières premières, les fiches recettes, pour s'initier à l'entretien naturel ou aider les autres à s'initier. Le bien-être au travail, donc, ou chez soi, vous l'avez compris, donc naturel-factory.com. Merci Laetitia d'être venue nous donner ce cours. Et limite, moi, ça me donne quelques idées de chroniques. Il faudrait peut-être nous revenir ici, nous refaire 2-3 petites mélanges. Avec grand plaisir. Voilà, des produits naturels. Merci beaucoup Laetitia, vous restez avec nous. Parce que vous aussi, qui avez été une ancienne prof, on va parler de philosophie dans un instant, mais c'est juste après avoir retrouvé nos correspondants qui nous sont à Albi, voilà, pour parler de cette magnifique opération. L'Association française pour l'accessibilité, l'AFA, distribue des macarons aux commerçants qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Bonjour Oriane. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Mazamet, dans le sud du département du Tarn. Ici, l'Association française pour l'accessibilité s'est donné une mission, encourager les commerces à devenir accessibles aux personnes à mobilité réduite. Certains commerçants jouent le jeu et c'est une bonne nouvelle, regardez. Quand je viens, je prends le pain, mais je laisse Gwendo devant, sur la route, parce qu'on ne peut pas rentrer à cause des marches. Pour Gwendoline et sa maman Karine, pas facile de faire les courses en ville, car malgré les obligations légales, de nombreux commerces restent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Les deux femmes ont un rêve. Au niveau des rues, des commerces, que tout soit accessible. Voilà, ça serait vraiment l'idéal. Voilà, que je ne sois pas, ne reste pas butée à cause d'une porte ou un trottoir ou autre chose. Chaque semaine, elles se rendent dans 7 pharmacies. Ici, tout est prévu pour que les personnes en situation de handicap puissent se déplacer. Les espaces entre les rayons doivent être de 1,40 m, que les personnes, qu'elles soient handicapées, malvoyantes, puissent venir et être servies. Pour inciter les autres établissements à suivre l'exemple, l'Association française pour l'accessibilité a passé des mois à sensibiliser les commerçants de Mazamet. Il y a peu, des macarons et des affiches ont été remis aux commerçants accessibles. L'objectif, c'est de mettre en valeur les commerces qui sont accessibles, qui ont fait l'effort de faire les travaux pour se mettre en accessibilité, de manière à donner l'envie à ceux qui ne le sont pas de le faire. Voilà. C'est une démarche qui est positive. Dans le Tarn, seulement 20 à 25% des établissements ouverts au public sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le problème de l'accessibilité, c'est qu'un commerçant, même s'il essaie de rendre accessible son commerce, bien souvent il va être confronté au problème de la voirie qui ne lui appartient pas et sur laquelle il ne peut strictement rien faire. L'Association française pour l'accessibilité milite également auprès des élus pour que les commerçants aient droit à des aides financières et pour qu'enfin les villes puissent être accessibles à tous. Alors, que dit la loi sur cette question ? Eh bien, tous les établissements ouverts au public doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Et s'ils ne le sont pas encore, ils ont l'obligation, sinon ils risquent une sanction financière, de s'inscrire à ce qu'on appelle un agenda d'accessibilité programmée qui permet d'engager des travaux sur une période allant de 3 à 9 ans. Parfait, merci beaucoup Oriane et probablement à la semaine prochaine pour une autre actualité du côté d'Albi. On joue maintenant, on vous offre cette exposition, vous allez le voir sur ces quelques images, ça s'appelle Luminopolis, c'est actuellement au Quai des Savoirs à Toulouse, une grande exposition qui prend la forme d'un escape game, c'est un jeu en équipe à partir de 7 ans et qui vous permettra d'évoluer au sein de cette exposition tout en répondant à une série d'énigmes. On a 4 entrées pour vous, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on les offre par 2, c'est une exposition qui est valable jusqu'au 1er septembre. Vous envoyez un mail à ecm.occitanie@francetv.fr. Vous marquez bien nom, prénom et numéro de téléphone. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. On passe aux autres invités coup de cœur.
Pas facile toutes ces liaisons, en tout cas avec les S. Vous confirmez donc que la philosophie, Jérôme, sera maintenue au bac? Non seulement elle est maintenue au bac en terminale, mais elle sera même accessible en première, puisque l'enseignement de spé littérature-philosophie permettra aux élèves de commencer la philosophie, s'ils le souhaitent, dès la première, et non pas seulement en terminale. Et si vous êtes étudiant, vous passez le bac cette année, ou tout simplement si vous aimez la philo, ou même si vous n'aimez pas la philo, mais vous vous y intéressez de très près, on vous invite à participer à cette 4e édition de Tarbes en philo. C'est là, c'est vendredi et ce samedi, 12 et 13 avril. Et pour en parler, on reçoit Rosemarie Chevalier. Rebonjour Rosemarie, et Pierre Belmas. Bonjour à tous les deux. Vous faites partie de l'organisation de Tarbes en philo avec une association qui s'appelle Reliance en Bigorre. Parlez-nous juste un court instant de Tarbes en philo. Quel est le principe? De Reliance en Bigorre ou de Tarbes en philo? De Tarbes en philo. D'accord. Tarbes en philo, en fait, c'est un événement ponctuel dans la somme des activités qui sont menées dans le cadre des activités philosophiques proposées par l'association Reliance en Bigorre. Voilà, c'est ça. Simplement, c'est un moment dans l'année où on peut faire appel à des experts pour nous éclairer sur des sujets, sur des thématiques un peu pointues qui pourraient intéresser la majorité des citoyens. Oui, c'est le fil. Enfin, toute l'année, depuis 5 ans maintenant, nous mettons en place dans une brasserie centrale de Tarbes, l'étal 36, nous mettons en place des cafés philo. Voilà. Et tous les mois, donc, a lieu un café philo selon des thématiques que l'on définit. Et arrive une fois par an, en fait, la résultante, où là, on sort de notre cadre un peu restreint. On est quand même en moyenne entre 150 et 170 personnes, avec des philosophes, bien sûr, mais où on fait appel, comme l'a dit Rosemarie, à des experts nationaux, internationaux. Bien sûr. Alors cette 4e édition a pour thématique refaire le monde et l'empêcher de se défaire. Ça fait donc 4 ans que vous faites Tarbes en philo, ça fait 4 thématiques différentes. Comment sont choisies ces thématiques? Est-ce que c'est en fonction des invités ou vous choisissez les invités en fonction de la thématique? En fait, les thématiques, on les choisit un petit peu en fonction de l'actualité. On essaye de regarder ce qui est un peu dans l'air du temps, ce qui pourrait intéresser les citoyens, ce qui est à l'ordre du jour un peu partout. Et là, cette année, cette thématique nous est apparue évidente, quoi. Refaire le monde ou l'empêcher de se défaire. Voilà. Et puis après avoir choisi cette thématique, on s'est posé la question de savoir qui pouvait le mieux nous éclairer sur la question. Cette thématique, oui, voilà. bien sûr. Donc cette année, on reçoit, et on a une grande chance et un grand privilège, on reçoit M. Alain Badiou, qui est un grand philosophe de notoriété internationale. Et nous avons à côté d'Alain Badiou, Raphaël Enthoven, qui est peut-être plus médiatique. Oui. Et la fierté dont on se défend, c'est d'avoir comme marraine de l'événement Adèle Van Rett, qui est donc, comme chacun sait peut-être, animatrice des Chemins de la philosophie sur France Culture tous les jours, sur Public Sénat une fois par semaine et sur Dardar France 2 chaque dimanche. Voilà. Mais alors expliquez-nous, comment ça va participer? Donc on a des conférences, est-ce que les téléspectateurs qui vont participer à cette 4e édition pourront poser des questions ou ils assistent à un débat? Alors en fait, il y a 3 temps. Nous avons le vendredi soir, nous avons des chantiers qui interpellent l'entreprise, dont on parlait tout à l'heure, et tout ce qui est autour de l'éducation. Et ces chantiers sont ouverts, sont gratuits, sont invités bien sûr les Tarbais et même les non-Tarbais bien évidemment, mais tous les gens intéressés par la thématique qui est donc refaire le monde ou l'empêcher de se défaire, qui est déclinée dans le cadre de l'entreprise et dans le cadre de l'éducation. Donc là, c'est des moments complètement interactifs. Tout le monde peut prendre la parole, on peut même envoyer par mail une contribution. Voilà. Donc là, on construit des pensées différentes. Tout ça, c'est animé par des philosophes. Le lendemain matin, ça va être un peu frontal, c'est un peu l'école, mais ça fait du bien, l'école. Moi, j'en ai des bons souvenirs quand même, où on a 3 conférences. On a Adèle Van Rett, Alain Badiou, donc, et puis Raphaël Enthoven. Et là, bon, on est un peu pris par le temps, il n'y aura pas de questions. Mais
l'après-midi, table ronde, j'allais dire face à face, ça fait un peu match de boxe, hein, mais c'est pas du tout le cas. C'est les grands monsieur. Face à face entre Alain Badiou, Raphaël Enthoven, débat mené par Adèle Vendrette, pardon, et puis dernier temps de la journée, où viendront se joindre à cette table ronde les animateurs des chantiers de la veille qui réintroduiront les pensées qui ont été développées dans les chantiers. Et tout ça se termine par un grand débat avec la salle. Et puis on finit... On finit en beauté, j'espère. En musique, oui, évidemment. Au haras de Tarbes, donc dans ce joyau que sont les haras à Tarbes, autour d'un cocktail, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, l'objectif de cette manifestation, c'est de rendre accessible la philosophie à tous. Absolument. Tout le monde peut participer. Absolument. C'est ce qu'on essaie de faire, comme disait Pierre tout à l'heure, lors des cafés philo. Et là, évidemment, c'est pour faire prendre conscience aux gens que chacun peut avoir une pensée philosophique. Voilà. Il s'agit simplement de la tirer vers la philosophie. Et ensemble, c'est mieux pour parler de philosophie. Et ensemble, c'est mieux, évidemment. Voilà. Donc, philosophons ensemble. Voici le site internet relianceambigore.fr. Là, vous saurez tout. Alors, vous saurez tout sur la 4e édition de Tarbes en Philo et sur les cafés philo que vous proposez une fois par mois. Donc, la prochaine, ce sera début mai. Parce que c'était le 1er avril. C'était le 1er avril et ça doit être le 6 mai, le prochain café philo. Tout est marqué sur le site. Voilà. Peut-on vivre sans tabou? Ah bah très bien. Et ben voilà, vous savez tout. Merci beaucoup. On rejoint Jeanne, maintenant notre reporter à Sarlat, pour aider Ghislaine à créer des balades quotidiennes au sein d'un EHPAD. Alors, on a presque tout le matériel, il nous manque juste des vis. Alors avec Ghislaine, on s'en va à la quincaillerie. T'es motivée? Absolument. T'es prête? Allez, c'est parti, on y va. Tu vois, c'est là. Ah, ça a l'air chouette. Ouais, c'est là. Bonjour monsieur. Je m'appelle Jeanne, enchantée. Je vous présente Ghislaine. Bonjour. Je fais partie de l'émission Ensemble c'est mieux sur France 3. C'est une émission de solidarité et justement avec Ghislaine, on voudrait faire une promenade dans sa résidence et on aurait besoin de vis. Et on aimerait savoir si vous voulez bien nous donner des vis si vous en aviez. Oui, j'ai quelques vis. Je vais vous montrer donc les tailles que j'ai et qui pourraient vous dépanner. Merci beaucoup, on y va. Ça, c'est ce que vous vendiez avant? Avant, on faisait que quincaillerie, mais en centre-ville, maintenant, la quincaillerie, c'est plus ou moins fini, quoi. Donc, on fait du dépannage. Ah bah oui, ça c'est bien. Je peux? Oui, allez, regarde, parce que la boîte est un peu... Ah oui, c'est bien. Hein. On peut vous prendre tout ça? Oui, tout à fait. On a toujours besoin de son voisin pour... Tout à fait. Quelque chose, même si c'est que du sel, pour assaisonner le plat. Voilà. En tout cas, vous nous rendez un très très grand service et je vous remercie encore. Je vous fais un petit bisou pour ça. C'est un beau projet. Merci beaucoup. Merci, vous y contribuez. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Bon, Ghislaine, on a les vis, c'est top. J'aimerais bien aller à la rencontre des résidents et dans leur appartement. Si j'y vais de ta part, est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, je pense que si tu viens de ma part, ça leur fera plaisir. Je vais y aller alors. On se retrouve plus tard? J'y vais? D'accord. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Bonjour Madeleine. Bonjour madame. Merci de m'accueillir chez vous. On se met là? Ouais. Venez. Vous seriez pas fan de Johnny Hallyday? Ah oui. Un petit peu, hein? Il y a beaucoup. Hein. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Que vous êtes arrivé à la résidence? Ça fait 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Comme dit chez nous, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Et qu'est-ce qui vous plaît d'être ici? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? C'est d'avoir un jardin. Moi, mes fleurs, c'est mes fleurs. Et vivre ici, vous vous sentez vraiment comme si c'était chez vous? Oh bah oui, parce que on s'en va, on revient quand on veut. On fait ce qu'on veut. Hein. Mais vous ne vous sentez pas seul en habitant ici? Oh non. Non, jamais. On est toujours ensemble. Moi, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Merci beaucoup, Madeleine. Bonjour Charles. Bonjour. Je suis Jeanne, bonjour. Je peux rentrer? Mais bien sûr, bienvenue. Alors ça, c'est votre petit chez vous. Eh ben oui, j'appelle ça ma garçonnière. C'est votre garçonnière. Elle est très jolie, votre garçonnière. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici? Ici, ça fait un peu plus de 2 ans. Vous faisiez quoi avant? Eh bien, j'ai été directeur export en agroalimentaire. Bien sûr, j'avais affaire
Tous les grands chefs, etc. Bocuse, par exemple, j'ai mangé souvent avec lui dans sa cuisine. C'est vrai? Et alors, est-ce que votre famille vous rend visite régulièrement? Ah oui, tout le monde nous rend visite. Les petits-enfants aussi, ils viennent nous voir. C'est pas possible de s'ennuyer. C'est super. J'ai toujours quelque chose à faire. Vous avez l'air de bien vous sentir ici, finalement. Eh bien, je me sens bien parce que, premièrement, c'est un lieu calme. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Il y a une espèce de solidarité et fraternité. Il donne le meilleur médicament du monde. C'est l'affection. Et ça, vous savez, c'est extraordinaire. Ouais. Charles, merci beaucoup pour votre accueil. Justement, moi, je vais aller au cours d'informatique parce qu'à mon avis, il va commencer dans pas très longtemps. Merci beaucoup, merci Voilà. encore. À bientôt. Avec plaisir. Bonjour. Je viens voir comment vous vous débrouillez. Pas très bien. Pas très bien. Mais alors, faut que je vous dise quelque chose. Je suis nulle aussi. On dit qu'on ne sait pas s'en servir, Eh ben, mais je c'est pas sais. nul. Je trouve que c'est très intéressant pour plusieurs choses. La première, c'est que les gens puissent avoir des contacts avec leur famille. Oui, bien sûr. Et alors, en combien de temps ça leur prend à peu près pour être assez à l'aise avec ces outils informatiques? Un bon mois, quoi. Une éternité. Une éternité. Vous dites ça pour vous? Vous avez la... Ouais, voilà, vous défilez avec la petite flèche, là. Oh, c'est un beau gâteau, ça. Bon, je vois que vous êtes très sérieux dans votre travail, mais je peux compter sur vous pour le chemin? On y va? Comment ça va se passer? On va commencer par faire le tracé des courbes. Ouais. Une fois qu'on aura validé les tracés, on va commencer à terrasser, commencer à déblayer un petit peu le chemin. Bon, on est motivés? Allez, C'est parti. Allez, on y va. Moi, je suis ravie de vous accueillir ici, merci beaucoup. C'est vrai que je vous avais eu au téléphone, vous étiez tout de suite prêt pour faire ce chemin. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet pour avoir dit oui tout de suite comme ça? La solidarité, tout simplement, c'est essentiellement du temps et donc il faut savoir prendre le temps aussi pour aider les autres. Bah, c'est Simplement. parfait, vous avez ramené tout ce qu'il faut. C'est parti, on va aller voir ça? Allez. Allez. Oh. Vas-y. On met ça dedans? Allez, va. Envole toi. C'est à suivre et c'est demain, même heure, même endroit. On joue. Je vous rappelle que vous pourrez suivre cette exposition sur la lumière qui s'appelle Luminopolis. C'est actuellement au Quai des Savoirs à Toulouse. Ça se passe sous la forme d'un escape game. Donc vous jouez par équipe et vous saurez tout sur la lumière. Vous répondez à une série d'énigmes. C'est à partir de 7 ans. Et nous avons 4 entrées. On les offre par 2. Donc n'hésitez pas à jouer maintenant. Vous envoyez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour nous envoyer un mail à ecm.occitanie@francetv.fr. Bonne chance! Allez, c'est la fin de cette émission maintenant. J'emporte le vinaigre parce que figurez-vous que tout à l'heure, je l'ai senti. Ça sent très bon, mais comme c'est concentré, ça pique un peu. Mais je vais le garder pour la maison. Je peux le garder pour la maison. Voilà, comme ça, je ferai ma lessive aussi. Voilà. Allez, demain, on se retrouve donc pour Ensemble c'est mieux. On parlera de yoga. Un peu de zénitude sur ce plateau. On parlera des effets du yoga sur notre corps, bien sûr. Puis on parlera de Cinémino. C'est le festival de cinéma pour les petits et pour les grands enfants. On peut le dire aussi, c'est à Toulouse. On recevra des programmateurs sur ce plateau. Et puis Henri Meunier et la SPA pour les chroniqueurs. Passez une très belle journée sur France 3. Tout de suite, c'est le 12-13. À demain, 10h50 sur France 3. Belle journée.